Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de week-end. Alors, avant de passer à la revue mensuelle qui nous a apporté un gros lot d'informations, j'aimerais vous partager une observation par rapport à Bitcoin parce qu'il devrait y avoir beaucoup de mouvements dans les prochains jours. Et donc, je vous présente les deux charts de ce qui s'est passé en 2017 et ce qui se passe actuellement en 2021. Et lorsqu'on observe les deux charts, on voit qu'il y a une tendance qui a l'air de se reproduire. Et si on regarde ici la montée et la chute, elles semblent être identiques à cette montée et cette chute ici, où il y a le croisement des moving average, ce qui en 2017 était beaucoup plus accentué. Par la suite, on a une montée, une première correction et la montée qui nous a amené vers 20 000 dollars. Ce qu'on peut observer ici, c'est qu'on a la montée et la petite bosse qui est beaucoup plus accentuée ici ne représentait pas grand-chose en 2017. Et on voit qu'ici, on a une tendance qui est baissière, mais on voit que Bitcoin a tendance à vouloir break out. Il va sûrement y avoir d'autres résistances par la suite, mais une fois qu'on a passé toutes les résistances, c'est là qu'on peut aller chercher de nouveaux sommets à 75 000, voire même 80 000. Parce qu'on se rappelle qu'en 2017, une fois qu'on a break out, on est monté et on a doublé, plus que doublé de prix pour aller rejoindre un 21 000 dollars qui était le sommet historique de 2018. Alors, il faut toujours faire attention. Je vais vous apporter plus de précision dans les prochains jours, mais c'était une information très importante que je voulais vous partager parce que c'est ce que j'avais prédit dans les derniers épisodes du podcast. Et lorsqu'on regarde le chart de EDA, on voit que dans le fond, depuis notre dernière montée, on a eu une bonne correction qui correspond au pattern qui nous a été expliqué par Paul. Donc, on voit qu'on a la correction, on remonte, on a une correction, et avec les news qui vont arriver au niveau du développement de Cardano en Afrique et ce qui a l'air de vouloir se préparer au niveau de Bitcoin, je suis certain qu'on va pouvoir breaker out cette tendance baissière et aller chercher de plus hauts sommets, remonter au niveau du dernier sommet historique de EDA et aller chercher encore une fois un prix au niveau des 2 dollars, voire même 2,50 $ ou 3 dollars. Donc ça, ne montons pas sur nos gros chevaux tout de suite. On va passer aux news de la revue mensuelle de Cardano. Mais pour ça, il faut que je change mon background. Donc 3, 2, 1. Parfait. Donc, la revue mensuelle a été pleine d'informations. On a parlé de Plutus, on a parlé de décentralisation, on a eu un petit peu la roadmap de ce qui allait se passer au niveau de Google d'ici l'été. On a également eu pas mal de partenaires qui ont partagé le développement qu'ils allaient faire au niveau du testnet, mais également au niveau des applications et pourquoi ils ont choisi la blockchain Cardano. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce qui a été dit et à la fin de l'émission, je vais détailler dans le fond la roadmap de Google d'ici au contrat intelligent. Alors, les Bitcoin maximalistes et les autres communautés reprochent souvent à Cardano d'être centralisé. La décentralisation possède plusieurs niveaux et plusieurs degrés. Il y a la décentralisation du réseau avec le nombre de nœuds, il y a également les mineurs qui produisent des blocs et il y a la gouvernance pour décider les orientations et les décisions par rapport à la blockchain Cardano. Et malheureusement, il y a une fausse croyance en lien avec la décentralisation. Certains vont dire que Bitcoin est décentralisé en se basant sur le nombre de nœuds répartis dans le monde. D'autres vont dire que Bitcoin est décentralisé en se basant sur la concentration des mineurs dans certaines régions du monde. Et je l'ai souvent répété, Bitcoin a débuté de manière centralisée avec Satoshi, Adam Back et compagnie. L'écosystème n'était pas gros en 2009 ou en 2010, mais avec le temps, la décentralisation a été faite grâce à des personnalités comme Tone Vays, Charles Hoskinson ou Roger Ver qui ont contribué à la décentralisation et à l'éducation de Bitcoin. Cardano est également toujours en route vers la décentralisation, autant du côté du développement que pour la production de blocs. Mais pour arriver à ce résultat, il faut éduquer et former la relève de la bonne manière. Parce que Cardano n'est pas Bitcoin. Nous avons une multitude de concurrents qui sont prêts à prendre la place de Cardano. C'est la raison pour laquelle Cardano travaille activement au développement d'une communauté de développeurs.
parce que nous allons avoir besoin d'eux pour développer des applications, développer de l'infrastructure comme des wallets ou des solutions de deuxième niveau, de l'interopérabilité, des librairies et tout ce dont on va avoir besoin pour être une blockchain de troisième génération. On peut voir que les chiffres sont encourageants, mais il faut réaliser que ce n'est pas les vrais chiffres. Parce que je connais plusieurs développeurs qui se forment sur la blockchain Cardano, sur Haskell, sur Plutus, sur Marlowe, mais qui ne participent pas aux appels conférences d'IOHK. Même son de cloche au niveau des SPO. Et pour preuve, les SPO sont presque 100% décentralisés. La seule chose qui les rattache à IOHK, c'est surtout que Basho arrive avec le sharding, qui va nécessiter un arrimage des SPO avec IOHK. Malgré cela, je peux observer que les SPO sont assez indépendants. Une fois que les premiers ont été formés, les novices sont en mesure de trouver toutes les informations en discutant sur les forums ou sur le groupe Telegram. Ce qui est une bonne chose, on voit une croissance continue à chaque mois et c'est très encourageant. Il faut également souligner qu'IOHK n'a pas toutes les réponses à toutes les questions. C'est la raison pour laquelle ils invitent les communautés à communiquer pour développer une meilleure blockchain. Les SPO participent à la discussion pour évaluer les paramètres comme D, K, A0, les frais de transaction. La décentralisation de Cardano en termes de production de blocs arrive à la fin du mois de mars. Comme vous le voyez, il y a plein de choses de planifier, mais nous sommes quand même en terrain connu pour s'assurer que les blocs seront produits aléatoirement par les SPO et qu'il y aura une bonne propagation sur le réseau sans congestion. Ce qui est très intéressant, c'est que nous commençons tout doucement à voir l'accomplissement de ce que Charles nous parlait durant toutes ces années dans ses vidéos. Et c'est très amusant parce que Charles fait ses vidéos et il nous explique plein de choses comme un mad scientist. Et quelques années plus tard, on a le CEO de Runtime Verification qui nous dit que ce que Charles disait à propos de développer des contrats intelligents dans n'importe quel langage, on est en train de finaliser les outils et les développeurs seront en mesure de créer des contrats intelligents dans n'importe quel langage de programmation. Mais ils auront le même niveau de sécurité que si ils avaient développé des contrats intelligents en Haskell ou Plutus. Et je suis certain que ça vous rappelle quelque chose. Les native tokens ont cette particularité d'être créés avec les mêmes caractéristiques qu'EDA. Et cela a toujours été la vision de Charles pour Cardano. Bâtir des fondations solides et par la suite, on peut ajouter de nouvelles fonctionnalités qui héritent automatiquement de ces fondations. Ce qui est très différent d'Ethereum qui a été développé avec beaucoup de défauts, ce qui fait en sorte que les contrats intelligents sont à haut risque de se faire pirater et les applications développées sur Ethereum possèdent évidemment les mêmes lacunes qu'Ethereum, comme Uniswap et les frais de transaction qui sont incroyablement élevés. Donc le plan a toujours été le même. D'abord, avoir des pionniers qui développent des applications blockchain avec Plutus et Haskell. Cela demande évidemment des tests, des essais et des erreurs pour être certain que l'environnement de développement fonctionne comme prévu. Une fois que tout est correct et qu'on a quelques applications qui démontrent le succès de la démarche, on peut inviter les autres types de développeurs à créer des applications. En suivant des guidelines, bien sûr, les développeurs auront plus de facilité parce qu'ils développent dans les langages qui sont familiers pour eux. Et l'aspect de sécurité est géré par le framework K, un compilateur qui permet de compiler le code vers LLVM. Et la dernière transition est Yellow, qui est le langage machine, donc une continuité de 1 et de 0. C'est un peu technique pour la majorité d'entre vous, mais dites-vous simplement que si vous avez un neveu, une nièce, un frère, une sœur, ou tout simplement une personne que vous connaissez et qui est un petit génie en informatique, parlez-lui du projet Cardano, afin qu'il développe son premier projet blockchain dans notre écosystème. À partir du moment où les développeurs peuvent programmer dans n'importe quel langage, c'est le début de la fin pour la compétition. Il y aura d'autres défis, mais c'est à ce moment-là que Cardano va devenir décentralisé d'un point de vue développement et contribution au projet.
Et je sais de quoi je parle, parce que je connais plusieurs développeurs qui ont développé des applications dans d'autres écosystèmes et qui sont parfois bloqués parce qu'il manque des outils dont ils ont besoin. Et dans 90% des cas, les développeurs n'attendront pas les bras croisés qu'IOHK développe ce dont ils ont besoin. Si le développeur voit le potentiel dans son projet, il va développer ce dont il va avoir besoin et l'outil sera disponible pour tout le monde par la suite, parce que c'est un protocole qui est open source. IOHK nous a répété plusieurs fois que GoGun va être livré en plusieurs phases. En décembre, nous avons eu l'ajout des métadonnées à une transaction. Nous avons eu dernièrement les native assets et ils ont évidemment gardé le meilleur pour la fin avec les contrats intelligents, avec Plutus et Marlowe. Et vous commencez à connaître la chanson. Lorsque IOHK a lancé Cardano en 2017, ils avaient déjà lancé la commande de développer un meilleur langage de programmation que Solidity. Ce langage serait la base pour développer des contrats intelligents et l'équipe de Plutus avait le choix d'écrire du tout nouveau code ou alors partir d'un langage existant, ce qui a été fait avec Haskell. Et c'est la nouvelle façon de faire lorsqu'on veut créer un nouveau langage de programmation. C'est ce qu'a fait Apple, Facebook et d'autres. Et après toutes ces années de réflexion, les choses commencent à se matérialiser. La raison pour laquelle tout ce travail n'est pas reconnu à Cryptoland, c'est tout simplement parce que la vaste majorité des autres blockchains ne vont pas au même niveau de détail que Cardano. La plupart des gens pensent que la technologie blockchain est à un niveau de maturité assez élevé pour créer des applications DeFi, des galeries d'art NFT et que la blockchain peut être intégrée à tout système comme le cloud ou l'intelligence artificielle. Mais c'est loin et c'est très loin d'être le cas. Je ne connais pas une seule institution qui serait prête à utiliser une application DeFi parce que les contrats intelligents qui sont utilisés dans ces applications ne sont pas du tout sécuritaires. Il suffit d'une erreur ou d'un défaut pour qu'un pirate exploite un contrat intelligent et récupère des millions de dollars ou tout simplement pour que l'argent soit tout simplement bloqué dans un contrat intelligent. Le marché du DeFi sur Ethereum représente près de 53 milliards de dollars. Et si vous pensez que c'est beaucoup, dites-vous que c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Parce que lorsque Wall Street, les fonds d'investissement et les banques vont commencer à développer de vraies applications DeFi, on va directement atteindre les trillions de dollars. Et là, la blockchain, les développeurs et les auditeurs vont devoir développer des nouvelles compétences pour s'assurer que les applications ne contiennent pas de vulnérabilité parce que les pirates ne se gêneront pas pour les exploiter. Runtime Verification veut utiliser des éléments visuels comme des badges ou des blue checks à la façon de Twitter pour démontrer que le code a été audité et quel niveau d'audit il a passé. Parce qu'il existe deux façons d'auditer le code informatique et c'est la même chose que de vérifier l'orthographe dans un texte de français. On peut le donner à plusieurs développeurs pour qu'ils vérifient s'il y a des erreurs, ou on peut valider le code par un programme de la même manière que Word le fait et qu'Antidote a perfectionné avec le temps. Dans le monde de la blockchain, une des bonnes façons de valider ou d'auditer serait d'utiliser les méthodes formelles. Et devinez quoi? C'est ce que Cardano fait depuis 2017. Donc, je ne dis pas que Cardano va lancer les contrats intelligents et que toutes les institutions financières vont vouloir développer leurs applications DeFi sur Cardano. Ce que je dis, c'est que Cardano a de grandes chances d'être la référence pour les autres blockchains et les institutions financières qui veulent développer des applications blockchain financières, sécuritaires, moins chères en frais de transaction et surtout décentralisées. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'un des développeurs nous a montré une démonstration d'une version clone de Uniswap sur Cardano. Mais on voit qu'il y a encore beaucoup de développement qui est à faire. Et Cardano nous a également présenté plusieurs partenaires qui étaient prêts à faire beaucoup de développement, à tester des applications sur le testnet, à développer des applications sur le testnet. Et ces applications-là seraient déployées sur le mainnet à la sortie de Google. Donc, ce qu'on peut voir au niveau de la roadmap, c'est qu'il y aura les nœuds qui vont être mis à jour à partir du mois d'avril. Par la suite, il y aura l'intégration du Private Testnet. Donc, c'est tous les partenaires privés de Cardano
qui vont commencer à développer leurs applications, à tester le testnet de développement et à voir s'ils sont en mesure de le briser. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va être interne à IOHK, Emergo, la fondation et plus d'autres partenaires qui sont des partenaires proches de IOHK. Par la suite, il y aura les pionniers qui vont commencer à tester le testnet. Et parmi ces gens-là, il y aura les différents partenaires commerciaux de Cardano qui vont commencer à développer ces applications-là. Et par la suite, il y aura des membres de la communauté qui vont commencer à développer également des applications et à tester le testnet, l'environnement de développement. Il y aura beaucoup de supports qui vont être faits au mois de juin. Et Charles nous a précisé également que lorsque le code sera assez avancé, lorsqu'ils seront satisfaits, ils vont geler le code et il y aura une période de 4 semaines pour que les partenaires comme les exchanges et les différents wallets fassent une mise à jour de leur environnement. Après ces 4 semaines-là, ils peuvent penser à planifier un hard fork pour l'arrivée de Goguen officiellement sur la blockchain Cardano. Donc, pour être réaliste, on ne devrait pas avoir de contrat intelligent sur la blockchain Cardano avant le mois de juillet. Et pour être franc, je suis pas mal sûr que ça n'arrivera pas avant le mois d'août. Alors, cette revue mensuelle était très complète au niveau de l'information. Il y a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup d'éducation qui a été faite. Et il ne faut pas oublier qu'il va y avoir une autre vidéo sur le développement de Cardano en Afrique avec beaucoup d'informations, beaucoup de partenariats et beaucoup de projets beaucoup plus concrets qui se déroulent actuellement en Afrique. Alors, je termine là-dessus. Merci beaucoup et n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Moi, je vous dis à très bientôt. Peace.